suivez le journal sur MTV+, au sommaire de l'actualité en Côte d'Ivoire. Un recrutement de qualité est prôné pour la fonction publique, a révélé la ministre de la fonction publique, Anne Ouloto. Et puis au Cameroun, les populations se mobilisent contre les inondations. Pour cela, ils prévoient commencer par nettoyer les canaux les plus engorgés. Nous terminerons avec l'Union européenne. Le grand pari de l'UE sur l'Égypte s'accompagne d'un prix élevé et de risques importants. Bonsoir à tous et bienvenue. En Côte d'Ivoire, la ministre de la fonction publique, Anne Ouloto, a révélé l'aspiration de rendre les concours plus crédibles et de recruter les plus méritants au cours d'un séminaire bilan des concours de la fonction publique et de l'ENA, session 2023, tenue ce 18 mars à Abidjan, au Plateau. L'atelier bilan des concours de la session 2023 relève les performances enregistrées dans leurs organisations respectives. Depuis 3 ans qu'elles ont connu des innovations, les concours administratifs et ceux d'entrée à l'ENA sont de plus en plus transparents et crédibles. Au niveau de l'ENA, nous sommes partis de 45 000 candidats pour arriver à 42 000, puis au final, à environ 800 candidats retenus, ce qui représente moins de 10% des effectifs de candidatures enregistrées. C'est dire que la volonté de faire en sorte que les meilleurs des meilleurs accèdent à l'ENA demeure intacte et doit se poursuivre. Dans les perspectives, les nouvelles décisions à prendre pour améliorer le processus et offrir beaucoup plus d'opportunités aux jeunes Ivoiriens. Tout le processus tel que nous avons présenté, c'est-à-dire avant les compositions, pendant les compositions et après les compositions, toutes les activités qui avaient été programmées ont été effectivement déroulées. Tout s'est bien passé. Nous continuons de travailler à digitaliser le processus et faire en sorte que nos concours soient de plus en plus crédibles pour pouvoir arriver à donner des résultats qui soient conformes à la prestation et aux performances des différents candidats. Pour la session 2023, 563 concours ont été lancés. 17, malgré les candidatures exprimées, n'ont enregistré aucun admis. 11 concernant les spécialités n'ont pas enregistré des candidatures, à l'exemple du secteur santé. Une situation face à laquelle le ministère d'État, ministère de la fonction publique, s'attelle à trouver des solutions. Pour ce qui est de la fraude, la ministre d'État Anne Ouloto, en référence aux sessions 2022-2023, invite les candidats à leurs responsabilités. Aujourd'hui, le président de la République prône le retour d'une Côte d'Ivoire des valeurs, honnêteté, citoyenneté, à partir desquelles l'Ivoirien doit se présenter avec beaucoup d'humilité au concours en utilisant ses vrais diplômes. Ne jamais tromper l'administration. Parce qu'en voulant tromper l'administration, vous ralentissez le processus en cours. Vous mettez un frein à la célérité dans l'organisation des concours. Parce qu'à toutes les étapes, nous avons besoin de plus de rigueur, surtout pour intercepter les faux diplômes. La ministre d'État Anne-Désirée Ouloto invite également les candidats admis aux différents concours à plus d'efforts au respect des valeurs que prône l'administration publique. La Côte d'Ivoire a abrité les 19 et 20 mars un atelier sur la finance verte et durable entre les États-Unis et l'Afrique. Parmi les intervenants, le ministre ivoirien de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique, Jacques Assaoré, a invité à favoriser ensemble un avenir résilient. Les phénomènes météorologiques extrêmes, la dégradation des écosystèmes, des défis climatiques aux conséquences dévastatrices tant sur l'environnement, les communautés que sur l'économie. Selon un rapport de la Banque mondiale sur le climat et le développement en Côte d'Ivoire, le PIB du pays pourrait être réduit de 13% d'ici à 2050 et plonger 1,6 million de personnes dans la pauvreté si rien n'est fait. Le ministre Jacques Assaoré appelle alors à une synergie d'action pour une mobilisation des ressources. Cet atelier sur la finance verte et durable offre donc une plateforme précieuse d'échange d'idées et de connaissances en vue de stimuler des partenariats entre le secteur public et le secteur privé. Cet atelier offre également une formidable opportunité d'explorer des modèles de financement innovants qui permettront de concrétiser des projets d'infrastructures durables et de promouvoir une croissance économique résiliente. Il s'inscrit aussi dans la stratégie du gouvernement visant à renforcer le cadre de gestion des investissements climatiques
à travers notamment la mise en œuvre progressive de sa stratégie nationale de financement climatique à long terme. À cet atelier, organisé par l'Agence américaine pour le commerce et le développement, en collaboration avec la Banque africaine de développement BAD, experts et partenaires au développement explorent les pistes de financement innovants. La mise en œuvre des contributions déterminées CDN au niveau national nécessite des investissements évalués à plus de 600 milliards de francs CFA. La Commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale du Niger a annoncé ce 16 mars 2024 avoir recouvré 25,4 milliards de francs CFA d'avoirs illicites. La Commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale du Niger, COLDEF, indique avoir recouvré 25,4 milliards de francs CFA d'avoirs illicites à la date du 16 mars 2024. Lors d'une conférence de presse à Niamey, l'agence nigérienne de lutte contre la corruption a précisé que 20,6 milliards de francs CFA ont déjà été encaissés, tandis que 4,8 milliards de francs CFA sont en cours de récupération grâce à la saisine de milliers de titres fonciers, parcelles, villas, immeubles et autres biens. Il ressort de la situation que nous venons de présenter au président et aux membres du CNSP un total général de 25 milliards 466 millions 211 692 francs CFA réalisés, dont 20 milliards 656 millions 962 024 francs recouvrés et 4 milliards 809 millions 519 668 pour les encours. Ce qui fait que du 15 février dernier, veille de la dernière rencontre, au 15 mars, nous avons enregistré des recouvrements s'élevant à un montant de 8 milliards 389 millions 983 247 francs. Entre le 15 février et le 15 mars 2024, la COLDEF déclare avoir enregistré des recouvrements de biens illicites atteignant 8,3 milliards de francs CFA. Au cours de cette période, la Commission anticorruption a saisi des titres fonciers, stations-service, parcelles, immeubles, villas et jardins. Au 16 février 2024, la COLDEF avait recouvré 15,7 milliards de francs CFA de biens illégalement acquis. Des résultats qui démontrent son engagement à protéger les intérêts économiques du Niger selon les autorités. Nous aimerons assurer nos compatriotes du fait que nous gardons toujours à l'esprit le sens de la responsabilité qui nous incombe et le souci de bien mériter la confiance placée en nous par le chef de l'État. Créée en septembre 2023 par le gouvernement de transition du Niger, la Commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, COLDEF, a pour vocation la lutte contre la corruption, l'impunité, le détournement des biens publics et la mauvaise gouvernance. Composée de 35 membres, elle est principalement chargée de recouvrer tous les biens publics illégalement acquis ou détournés. Nous disions en titre, au Cameroun, pour mieux se préparer à faire face à des événements soudains comme les inondations, la mairie de Yaoundé et les populations se sont lancées dans la collecte de plastique et dans l'épuration des canaux engorgés par des déchets. L'opération consiste principalement à dégager les rigoles et caniveaux des déchets qui obstruent la circulation des eaux, des bouteilles plastiques majoritairement. Ici, dans ce bas-fond de la Cité Verte ou à la briqueterie, des quartiers de l'arrondissement de Yaoundé 2e, les populations regroupées en comité de développement s'organisent pour assurer l'effectivité de cette activité hebdomadaire qui permet d'assainir l'environnement et de prévenir les inondations en cette période de précipitations abondantes. Donc chacun à son niveau doit mettre la main dans la pâte pour assainir le quartier. Nous accompagnons la commune qui vient nous aider, la commune qui nous aide à assainir nos quartiers. Nous aidons, le maire il est sur le terrain, il vient toucher du doigt l'égalité des populations que nous sommes. Donc, comme nous louons cette initiative, nous adhérons, nous tous nous travaillons pour enlever ces bouteilles, pour que nous-mêmes nous puissions bien vivre dans nos quartiers, pour éviter les inondations qui détruisent nos différentes maisons, qui détruisent nos vies humaines, qui détruisent nos biens matériels. L'économie cyclique est l'une des ambitions que nourrissent les autorités locales à travers la collecte de ces déchets plastiques.
Au Cameroun, les déchets issus de l'utilisation du plastique constituent environ 10% des 6 millions de tonnes des déchets municipaux. De la matière première est véritable mine d'or tant il est possible de donner une seconde vie à ces déchets et d'en faire une réelle source de richesse à même de booster l'économie locale et générer plusieurs emplois. Entre production de pavés, diesel, biogaz ou d'objets de décoration, l'industrie du recyclage plastique est en pleine croissance. Malheureusement, son impact dans l'économie camerounaise reste mitigé avec une contribution au PIB évaluée à moins de 1%. Pour améliorer cette contribution, les autorités locales multiplient les initiatives. Il est question pour nous justement de transformer, de recycler ces ordures plastiques et de les mettre en vente. Et le produit de ces ventes pourra être utile pour nos populations, pour les CODEL qui accompagnent cette action. J'aime souvent le dire, l'ordure c'est de l'or qui dure. Il est donc question pour nous-mêmes de développer d'autres stratégies qui nous permettront vraiment de nous positionner dans cette quête-là, c'est-à-dire faire de notre municipalité une industrie sur le plan environnemental où on pourra justement recycler et transformer les ordures. Un objectif affiché qui attend encore d'être implémenté. Mais pour l'heure, les bouteilles collectées et paquées dans cet espace profitent à une autre entreprise qui, elle, fait dans le recyclage et la production de nouvelles bouteilles. La République démocratique du Congo s'est engagée à des stratégies pour établir la tradition orale. À Pointe-Noire, des académies ont apporté des formations à une nouvelle génération de conteurs afin de promouvoir l'art oratoire après une période d'abandon. Dans les rues, en salle ou à domicile, au Congo, tous les moyens sont bons pour faire vivre le conte. Comme ici au centre de ressources du conte de Pointe-Noire, devenu toute une école ayant déjà formé plusieurs conteurs, certains en témoignent. Pendant un peu de temps après, Koro cessa de sourire. Oui. J'ai choisi l'art du conte pour parler de ce que nous pouvons apporter dans la société. Le conte ne s'exprime pas seulement avec la parole. C'est le corps, l'expression, la musicalité du texte. C'est ce qui emporte, voilà, il y a un travail qui s'est passé, mais avec Joris, je crois que c'est merveilleux, quoi. Je lui suis infiniment reconnaissant. Mais avant ce centre, il y a eu bien d'initiatives comme le festival de l'oralité au retour au Mbongi. Qui est assis là-bas, au pied de l'arbre. Un magma de tristesse me traverse. Des programmes destinés à redonner vie au conte dans un contexte où cet art battait de l'aile dans plusieurs sociétés africaines. Joris Mabiala a participé à l'exhumation du conte au Congo. Mais ce qui nous manquait, c'était un laboratoire. Du coup, je me suis vu, moi et mes frères, est-ce qu'il n'était pas possible que le laboratoire de l'oralité puisse être installé au Congo et chez nous, là où le vieux père a vécu et qu'il avait déjà un public déjà préétabli qui venait écouter les histoires. Donc voilà d'où est partie l'idée du centre de ressources. Qui sans cesse envoûtent et perturbent la vie de tous les guides providentiels. But de la manœuvre, favoriser l'émergence d'une nouvelle génération de conteurs afin de perpétuer l'art oratoire africain. Pour moi, le conte, ça éveille. Tu vois tes erreurs, tu vois tes avantages, tu vois où tu peux partir, tu vois beaucoup de choses. C'est un terrain fertile où chacun tire ce qu'il veut. Preuve que la nouvelle génération de conteurs affûte déjà ses armes. Je ne sais quoi là, la directrice. À quoi tu t'attendais? À des messes de lamentation? Une délégation européenne dirigée par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a été au Caire ce dimanche 17 mars 2024 pour signer un accord prévoyant une aide de 7,4 milliards d'euros en échange d'un contrôle accru aux frontières pour limiter les flux migratoires. Les détails dans cet élément. Les ONG et les activistes sont inquiets par l'accord signé entre la Commission européenne et l'Égypte. L'Union européenne est prête à fournir 7,4 milliards d'euros de soutien financier, alors que le Caire a plaidé pour faire plus afin de réduire l'immigration. Mais les détracteurs affirment que l'Europe ferme les yeux sur les violations des droits de l'homme en Égypte. There are many issues that need to be dealt with
that require that we work with Egypt. We cannot pretend that this country does not exist, nor can we simply ignore it. We work well with Egypt. Let me remind you that the overwhelming share of the aid that we send to Gaza transits through Egypt. Les experts affirment que l'Égypte est dans une situation économique déplorable et qu'elle a besoin d'une aide urgente pour en sortir. Les ONG trouvent alarmant que l'Union européenne finance un régime autoritaire et qu'il n'y a pas de conditionnalité claire sur l'utilisation de ce budget. L'accord avec l'Égypte fait suite à un partenariat similaire conclu avec la Tunisie en juillet 2023 d'un montant de 712 millions d'euros et très critiqué par plusieurs membres du Parlement européen. S'il n'y a pas de claire conditionnalité, que ce soit dans la mise en place de l'agenda politique, mais aussi sur les budgets structurels qui étaient promis à l'Égypte, des claires conditionnalités par rapport au respect des droits fondamentaux, à l'état des droits, cela risque de n'être qu'une légitimation de la dérive autoritaire qui caractérise aujourd'hui le régime d'Al-Sisi. Donc tout ce type de réformes, toutes ces collaborations doivent être strictement liées à des conditionnalités du respect des droits fondamentaux et de l'état des droits. D'après l'expert, il n'y a pas de départ direct de migrants vers l'Europe depuis l'Égypte et qu'il s'agit donc d'un accord préventif visant à maintenir la situation actuelle aux frontières égyptiennes. Ce journal vous a été préparé par l'ensemble de la rédaction, réalisé par Georges Tano avec Ulrich Lago et Abel Undoli au cadrage. Ça a été un plaisir de vous le présenter. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur MTV+, la télé qui transforme.